La Russie rejette catégoriquement les appels des groupes terror réclamant leur retrait définitif du Mali. Mais certains médias français et voisins du Mali nous expliquaient que la Russie avait fui le Mali, fui Kidal, tout abandonné. Pourtant, pendant qu'ils annonçaient ce prétendu retrait, ces terreaux qui réclament leur départ se faisaient intensément bombarder à Kidal et dans plusieurs autres localités. Rappel, l'attaque a eu lieu le 25 avril. Le plus intéressant, c'est que beaucoup d'articles occidentaux ne parlent presque jamais des pertes terreaux quand les frappes russo-AES réussissent. Mais dès qu'il y a une embuscade ou une ville attaquée, la couverture explose d'un coup. Ça ne devrait pas vous choquer. Il existe une sélection stratégique de l'information. Le Mali est devenu un symbole extrêmement gênant pour l'Occident depuis le départ des forces françaises et le rapprochement avec Moscou. Donc, chaque petit revers devient une occasion médiatique parfaite pour envoyer plusieurs messages psychologiques. Regardez, la Russie ne peut pas protéger ses alliés. Regardez, le modèle sécuritaire russe échoue. Regardez, les pays africains qui quittent l'Occident vont sombrer. En fait, l'Occident veut prouver que personne ne peut stabiliser la région sans lui, alors qu'il échoue à le faire. Donc, médiatiquement, chaque attaque au Mali devient presque un match géopolitique international où il faut discréditer l'autre pour mieux se glorifier. Mais, la riposte se poursuit. Des caches d'armes, des terreaux. Leurs moyens de transport sont pulvérisés par la force unifiée AES. Et nous ne sommes qu'au début de cette situation. Force à l'AES. On l'écoute. Parce que les gardiens de la Révolution, il y a 20 ans, ont anticipé cette guerre. Préparé. Imaginez, il n'y a pas un État iranien, mais 31 États iraniens. 27 centres de production de missiles, de drones, des dizaines ou des centaines de centres de stockage de vedettes moustiques et autres équipements. Parfaitement efficace. Ça a pu surprendre aussi les états-majors américains. Ils le savaient, mais ils l'ont sous-estimé. Il y a 3 scénarios sur la table. Le premier, le plus probable, ce serait des frappes puissantes et rapides contre l'Iran, qui viseraient notamment les infrastructures énergétiques. L'idée là, ce serait de porter un coup fatal au régime pour faire terminer définitivement la guerre, ou à minima pour forcer les Iraniens à s'asseoir à la table des négociations et à négocier sur le nucléaire. Les deux autres options envisagées, c'est l'île de Karg. Les États-Unis pourraient s'en emparer. L'île de Karg, c'est une île ultra stratégique où transite 90% du pétrole iranien. Troisième hypothèse, le déploiement de forces spéciales pour aller récupérer les 450 kilos d'uranium enrichi. Ces deux dernières options, a priori, ne sont pas du tout privilégiées par Donald Trump parce qu'elle suppose un déploiement de troupes au sol. Nous le disons ici depuis le début. Aujourd'hui, les mêmes spécialistes qui jubilaient le 28 février en annonçant la chute imminente de l'Iran réalisent 60 jours plus tard que la guerre asymétrique imposée par Téhéran a complètement changé le cours du conflit. Ils ont sous-estimé la persévérance et la ténacité de l'Iran. Ils n'ont pas compris que ce pays s'était préparé depuis des années à un affrontement direct avec les États-Unis. Tout a été anticipé, même l'éventualité de la mort du guide suprême ou de quiconque dans la chaîne de commandement. L'administration Trump et ses trolls devraient comprendre une chose essentielle. Si l'élimination du leader iranien n'a pas conduit à la reddition de l'Iran, et si plusieurs semaines de bombardements intensifs et massifs n'ont pas brisé la volonté de ses dirigeants, alors pourquoi croire qu'un simple blocus économique réussirait là où le reste a échoué? Quand j'ai vu certains annoncer la défaite de l'Iran dès le 28 février en jubilant, j'ai rapidement compris que beaucoup analysent les guerres avec leurs émotions. Ils oublient souvent qu'un conflit ne se résume pas à celui qui frappe le premier le plus fort ou le plus vite. L'histoire militaire a montré à plusieurs reprises que la puissance de feu seule ne garantit jamais la victoire. Aujourd'hui, Trump se retrouve dans l'incapacité de faire plier l'Iran. Et c'est ça le sujet. Même le déploiement au sol tenté à Ispahan pour récupérer l'uranium s'est soldé par un échec. D'ailleurs, parlons-en. Qu'est devenu ce fameux pilote américain, censé avoir été sauvé par 200 soldats et 155 avions? Aucune image, aucune vidéo. Désormais, Washington mise sur un blocus et la pression économique parce qu'une victoire militaire rapide semble hors de portée. Et même si les frappes reprenaient demain, cela ne changerait pas fondamentalement l'équilibre actuel. L'Iran conserve un levier stratégique majeur, le détroit d'Ormuz, qu'il peut perturber ou contrôler selon ses intérêts. Plusieurs compagnies aériennes s'apprêtent à suspendre ou supprimer une dizaine de lignes africaines jugées peu rentables en raison de la flambée du prix du kérosène lié à la guerre en Iran. Les compagnies européennes annulent des centaines ou milliers de vols en Europe et sur certaines routes, moyen courrier, long courrier, et augmentent les prix.
La pression économique touche leur desserte vers l'Afrique. Des compagnies africaines sont également touchées. La guerre en Iran a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, principale voie d'exportation du pétrole du Golfe, provoquant une flambée spectaculaire du prix du brut et du kérosène. Le coût du carburéacteur a presque doublé en quelques semaines, rendant de nombreuses routes long courrier et vers l'Afrique économiquement intenables. Plusieurs capitales africaines risquent de voir leur desserte réduite, supprimée, suspendue dans les prochaines semaines. Les compagnies aériennes africaines, déjà confrontées à des coûts de carburant élevés et à une dépendance importante au hub du Golfe, subissent également de plein fouet cette guerre. Certaines ont même dû augmenter leurs tarifs, réduire leurs vols domestiques et régionaux, voire envisager la suspension de certaines lignes internationales. Continuez à soutenir la guerre de Trump. Ne vous arrêtez surtout pas. Encouragez-le à la poursuivre pendant 1 an. C'est très bien comme ça. Mais si l'Iran décide de fermer le détroit de Bab el-Mandeb ou de viser des câbles sous-marins, ce qui reste une possibilité évoquée dans le contexte actuel, on verra alors jusqu'où ira votre soutien à cette guerre d'agression menée par Trump et l'entité quand elle affectera brutalement vos poches. Certains ont cru qu'une guerre se résume à celui qui figure dans le top 5 des armées mondiales. Vous oubliez que ces classements, prétendant désigner la première puissance mondiale ou même africaine, je sais pas, ne prennent jamais en compte de nombreux facteurs essentiels, par exemple la guerre asymétrique. Bien.